service de leur foi, au service de la cause noble réellement qu'ils défendaient. Pour nous, on a deux banderoles aujourd'hui. La première banderole concerne, contre l'oubli, la raison de notre présence ici aujourd'hui. C'est le crime de Tibérine. J'ai choisi ce titre, le crime de Tibérine, en faisant aussi référence au livre qui a été écrit par Jean-Baptiste Rivoire, Le crime de Tibérine. Dans le sens, lorsqu'on considère qu'il y a un crime, derrière ça il y a toujours des commanditaires, il y a toujours des... Comment évoquer les mois de Tibérine pour moi de les pour leurs frères qui vivaient avec eux en Libya, en Algérie, c'est cette phrase-là. Dans leur cœur de chrétiens, il n'y a pas de frontière dans l'amitié entre les peuples. Dans leur cœur de chrétiens, il n'y a pas de frontière dans l'amitié entre les peuples. Et cette amitié entre les peuples, ils l'ont vécue jusqu'au plus profond de leur existence. Parce que dans les moments les plus terribles, dans les moments les plus tragiques, ces mois-là, menacés dans leur existence, ils se sont pas menacés, et bien ils ont refusé de partir. Le choix de rester, pour nous, est un acte de résistance. Ils ont résisté, parce que leur présence en Algérie voulait témoigner que, quelle que soit la terreur qui a régné, leur présence voulait être un message de paix, un message de fraternité. Et ils sont restés au moment le plus terrible, parce que l'idée pour eux, elle est claire. Nous restons pour sauver la vie. C'était trop facile de quitter l'Algérie pour sauver leur vie. Mais que vaut une vie devant tout ce qui se passait, devant tout ce que vivait le peuple algérien, alors que les mois de Tibérine ont fait corps avec les Algériens. Ils le disent clairement. Nous avons aimé ce pays, nous avons aimé les Algériens. Notre sort dépend aussi, il est identique à celui des Algériens. Il n'y a aucune différence entre nous et le peuple avec lequel nous avons vécu, avec lequel nous avons aimé. Donc, pour eux, rester, c'était sauver l'avenir. Au lieu de quitter l'Algérie et de sauver leur vie. Quel courage, quelle résistance et quel message d'amour et de fraternité. Lorsqu'on est menacé dans son existence, les moines étaient menacés dans leur existence à ce moment-là. Le micro. Mais, même cette menace réelle, eh bien, ils ont résisté, ils ont dit non, nous choisissons de rester. C'est pour cette raison que je considère cette décision de rester, surtout le prieur Christian de Chergé. Christian de Chergé reste une personnalité exemplaire. Je pourrais même utiliser, et mes amis chrétiens me permettent, c'est une véritable figure christique. Je le dis, c'est une véritable figure christique à ce moment-là, parce que c'était un homme de dialogue et un homme de paix. Christian de Chergé était aussi pour le contradrome, pour le dialogue entre les Algériens, qui était promulgué et dynamisé par Saint-Égidio. Il a indirectement participé pour qu'il y ait un véritable dialogue entre les Algériens pour sortir de cette impasse de terreur. Donc, il reste un homme de paix. Il est parti à Rome 2 ans pour apprendre l'arabe. Il a appris le Coran aussi, Christian de Chergé, qui était le prieur de ce monastère. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a inauguré ce que nous appelons le lien de la paix, Ribat al-Salam. Un très grand dialogue interreligieux qui a été fait par Christian de Chergé et l'imam de Médéa. 2 fois par an, ils se rencontraient. Ils le disent bien, c'était le dialogue des intériorités. Et lorsqu'il était présent,
ils rayonnaient, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui se dégageait à travers leur présence. Et Christian de Chergé, le monastère de Tibérine, il a ouvert un local pour les habitants de Tibérine pour prier à l'intérieur. C'est-à-dire au même moment on entendait la cloche et on entendait aussi le muezzin. Pour lui c'était ça, il vivait aussi avec la population. Un jour avec quelqu'un qui travaillait parce que les moines de Tibérine avaient presque 15 hectares. Donc il faisait du miel, il faisait des potages. Et tout ce qui travaillait avec eux était aussi leur associé. Dans les années 93, Christian de Chergé, il dit à son associé, il dit, vous savez, avec tout ce qui se passe, peut-être nous serons enclins de partir. Il dit, nous sommes comme les oiseaux dans l'arbre. Les oiseaux partiront. Et l'arbre restera. Les branches resteront. Imaginez-vous la réponse qui a été donnée par son associé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est le contraire. Si nous les oiseaux, et si vous les branches, si vous partez, qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'est pour cette raison que Christian de Chergé, au plus profond de lui-même, il y a une autre histoire dans son histoire personnelle. On écoute uniquement la réponse. Lorsqu'il lui a dit, si nous les oiseaux et vous les branches, qu'est-ce qui va nous arriver si vous partez? C'est là qu'il a senti que cette population les aimait. Il leur a dit, même le frère Michel, dans une lettre qu'il a envoyée à son frère, il dit, tant que cette population nous aime, tant qu'on sent qu'on est, et puis on fait corps, une véritable fraternité avec cette population nous restera. Et ils sont restés. C'est pour cette raison que leur rendre hommage est un devoir. Qu'on le veuille, c'est un devoir moral, c'est une exigence que nous portons. Moi, sincèrement, sur le plan personnel depuis 1996, j'ai toujours attendu ce jour-là, cette occasion, de dire clairement que ces moines font partie de notre vie, font partie de notre chair. Parce qu'ils sont morts, ils ont donné leur vie, ils savent qu'ils vont donner leur vie. C'est ça la grandeur de ces hommes-là. Ils savent qu'ils vont donner leur vie, mais ils l'ont donné pour sauver l'avenir. Un triple avenir pour moi. Le premier avenir, les moines de Tibérine ont sauvé la présence chrétienne en Algérie. Pour l'histoire, il faut qu'on sache ça. Ils ont sauvé la présence chrétienne en Algérie avec ce dévouement, jusqu'à l'exigence de donner leur vie. C'est ça réellement lorsqu'on dit la donation. Et c'est ça l'exigence de l'amour. C'est-à-dire que la foi, lorsqu'elle est portée sincèrement par des hommes, elle libère, et elle enrichit, et elle construit. Et c'était réellement des moines constructeurs. Le deuxième message, sauver l'avenir, et c'est ça notre problème, nous, en tant qu'Algériens. Ils ont donné leur vie pour sauver l'avenir. Mais quel était l'avenir de l'Algérie? Depuis 1996, on a vécu, depuis 1999, l'ancien président qui a détruit moralement la corruption en Algérie. Est-ce que l'Algérie a été sauvée? C'est ça le deuxième message. Non. Et c'est ça notre slogan. 2021, les Algériens, un peuple encore sous occupation. Et on le dit, c'est une vérité historique. Les Algériens le disent. Nous voulons l'indépendance. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a deux images qui sont toujours couplées. Une image qui reprend 45, le massacre qui a été fait à Sétif. Lorsque réellement cette image dit, qu'est-ce que vous voulez? Puis à un moment, il y a un petit temps, nous voulons l'indépendance. C'est la même chose. Le 5 juillet 2019 à Alger, la jeunesse algérienne, le peuple d'Alger, l'Algérie entière réclame l'indépendance. On est sous occupation. Qui nous occupe? On a une junte militaire. Et cette junte militaire, elle est prédatrice. Elle est mafieuse. Elle a tout gradé. Imaginez uniquement ceci. Comment expliquer ce peuple? Après 130 ans de sacrifice, on a une jeunesse qui meurt en mer. Comment expliquer le phénomène de Harada? Donc, cette junte militaire a failli sur le plan économique, sur le plan moral, parce qu'elle a détruit un peuple. Lorsque un peuple, sur son propre sol, après avoir vécu un sacrifice, une souffrance pendant 130 ans, réclame l'indépendance une nouvelle fois, ça veut dire que ce peuple-là vit une violence inouïe dans l'histoire.
C'est pour cette raison que nous, on l'a intitulé Deux occupations. C'est pour cette raison que, moi, personnellement, j'ai un message au peuple français. Durant la guerre de libération, c'est moi là, 1954-1960, vous avez le frère Luc. Le frère Luc, c'est un médecin. C'est qu'en 1947, il était à Tibérine. Tout le village de Tibérine, presque tout le monde là-bas, c'est Médéa. Il n'y a pas une famille à Médéa qui n'a pas connu cet homme-là, parce qu'il les a soignés pendant 50 ans. Toutes. Il n'y a pas une famille. Ils le disent. Il n'y a pas une famille qui ne connaît pas le frère Luc. Et le frère Luc, il a aussi une autre mission durant la guerre d'indépendance 1964-62. Il a fait aussi son travail. Lorsque les maquisards venaient, il les soignait. Il le dit, c'est-à-dire que la présence des moines de Tibérine a toujours été, surtout à partir des années 50, et avec Monseigneur Duval, il faut le dire. À un moment donné, l'église chrétienne, avec Monseigneur Duval, les colons en Algérie, comment il appelait Monseigneur Duval? Mohamed Duval, parce qu'il avait pris position pour l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est une histoire qu'il faut dire. À un moment donné, il y a des autorités chrétiennes qui ont pris le courage au détriment de leur vie. Comme Monseigneur Duval, il a pris ce courage-là pour l'indépendance de l'Algérie. Et les moines aussi ont pris ce courage-là. Donc, ce frère Luc, j'ai perdu le fil des idées. Le frère Luc, le soignant, le soignant. Oui, le frère Luc. Donc, il n'y a pas une famille à Tibérine qui n'a pas connu cet homme. Le micro. Il n'y a pas une famille, ça je peux vous le dire. C'était quelqu'un qui était plein d'humour. Il venait lui raconter sa vie. Sans oublier que les années 60, les années 50, on a dit les 70, il y a de la pauvreté partout. La condition natale du peuple algérien était la pauvreté, après toute une guerre d'indépendance. Donc il faisait corps avec cette population. Ces mois-là faisaient corps avec la population algérienne. Et puis, on est arrivé là. Jusqu'à présent, le peuple algérien continue à crier. Chaque vendredi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que nous sommes gouvernés par une mafia prédatrice. Et cette mafia prédatrice, le problème, c'est que je vous dis, j'ai un message pour le peuple français. Durant la guerre d'indépendance, comme le frère Luc, comme Maurice Audin, Henri Maillot, les déserteurs, les appelés qui étaient contre la guerre d'Algérie, le manifeste de 121 contre l'insoumission, qui demandait l'insoumission pour que les gens ne vont pas au service militaire à cette époque-là. Ces hommes-là, ils ont sauvé l'honneur de la France. Et c'est ça ce qu'il faut dire au peuple français. À un moment donné de l'histoire, il y avait des anticolonialistes qui ont payé de leur vie pour défendre leurs idées. Maurice Audin. Et vous avez aussi le comité Audin. Vous avez Jean Vidal Naquet, l'historien. Ils ont lutté plus de 50 ans pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans ce crime. Boumengel. Donc, ce n'est pas des histoires qui montrent. Il y avait une terreur, qu'on le veuille ou non, d'un système colonial qui a été dénoncé par des Français eux-mêmes qui ont pris corps pour défendre l'Algérie indépendante. Et ces hommes-là, jusqu'à présent, pour moi, en tant qu'Algérien, lorsque j'ai pris la responsabilité de devenir français, c'est parce que dans ma mémoire, il y a Maurice Audin. Je fais partie d'une génération où l'on fait matibène. Si l'on fait des mathématiques, c'est là que Maurice Audin était étudiant. Et c'est là qu'il était assistant de mathématiques. Un jour, j'étais dans cette amphi, je suis sorti, j'ai rencontré un ami plus âgé, qui avait la conscience politique et la maturité. Il m'a dit, d'où tu viens? Je lui ai dit, je viens de la fac. Mais où? Je lui ai dit, l'amphimatibène. Il m'a dit, tu sais qui était à l'amphimatibène? Moi, je ne savais pas. Il m'a dit, c'était là qu'était Maurice Audin. Nous, on a la place Maurice Audin. Je ne peux pas imaginer
lorsque j'avais 20 ans, c'est là que je prends conscience du poids de l'histoire. Et bien, c'est ce Maurice Audin qui reste vivant dans nos cœurs. Pour moi, ces hommes-là, ils ont sauvé l'honneur de la France. Maintenant, 2 ans que le peuple algérien est dans la rue, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire où un peuple avec une maturité unique, 2 ans de pacifisme, 2 ans les mains nues sort face à un État qu'on le sait. Je défie quiconque qui peut définir l'État algérien en dehors de ces concepts-là. Si même pas un État, déjà les Algériens le définissent comme étant des gangs. On est en train de soutenir des mafieux, des gangs et des criminels. Le pouvoir d'Alger est un pouvoir criminel. Le peuple français et le peuple algérien, pour moi, on peut se retrouver en tant que peuple, mais qui s'oppose, qui reste un obstacle. Jusqu'à présent, comme cela a été même dans le passé, pour moi, c'est la France-Algérie qui défend des intérêts occultes. C'est la minorité financière et le monde de la finance qui en profitent. Et Alger, c'est des mercenaires qui en profitent. Est-ce que les peuples profitent? Est-ce que le peuple algérien profite de ces richesses? Non, il meurt en mer. Nous vivons une insécurité alimentaire, une insécurité sociale, une insécurité politique. On a un régime qui n'est ni légitime sur aucun plan. Alors, qui profite de cette France-Algérie? Et vous avez aussi la France-Afrique. Et là, déjà ça fait le 26 mars. Pour être un peu proche de l'histoire, vous avez la commission historique le 26 mars qui a rendu son rapport à M. Macron. Vincent Duclerc, qui a présenté sur la responsabilité française dans le génocide. Dites-vous, qu'est-ce qu'il dit? Une responsabilité lourde et accablante. C'est la même chose. La France officielle reste toujours complice de ces pouvoirs qui torturent, qui étouffent leur peuple. La junte militaire en Algérie étouffe le peuple algérien et le terrorise. C'est une vérité historique, il faut la comprendre. Regardez ces dernières lois. Des hommes qui sont dignes, eh bien, ils sont accusés d'être des terroristes. Pour nous, permettez-moi. Voici le visage du terrorisme en Algérie. Si vous permettez, c'est un livre écrit ici en France par François Gèze, édition La Découverte. C'est Habib Souadia, un ancien militaire qui a pris le courage de dénoncer cette junte militaire. Qu'est-ce qu'il écrit? Je vous lis un petit passage du livre « Loin de la désinformation ». Ça, c'est la responsabilité de l'éditeur. Loin de la désinformation qui a trop souvent empêché l'opinion européenne de prendre conscience de la dimension effrayante de cette sale guerre, ce témoignage exceptionnel qui a connu un retentissement considérable lors de sa première publication en 2001, demeure un document historique sans précédent. Voici ce que dit Habib Souadia. C'est-à-dire c'est un document historique. Je m'appelle Habib Souadia. Il se définit. Je suis un ancien officier ayant appartenu aux troupes spéciales de l'armée algérienne, engagé volontaire en 1989 dans les rangs de l'armée nationale populaire. J'étais loin de penser que j'allais être un des témoins de la tragédie qui a frappé mon pays. J'ai vu des collègues brûler vif un enfant de 15 ans. J'ai vu des soldats se déguiser en terroristes et massacrer des civils. J'ai vu des colonels assassinés de sang-froid, de simples suspects. J'ai vu des officiers torturés à mort des islamistes. J'ai vu trop de choses, autant d'atteintes à la dignité humaine que je ne saurais taire. Ce sont là des raisons suffisantes, j'en suis convaincu, pour briser le mur du silence. Je me permets après
Ça c'est Armand. J'ai envie de vous citer Armand Veilleux. Armand Veilleux, c'est le procureur général des Cistériens. Maintenant, il est en Belgique, il a une abbaye en Belgique. Pourquoi je le cite? Parce que c'est quelqu'un qui a fait tout un travail, autant que cistérien, pour défendre la vérité pour la Corée. Qu'est-ce qu'il écrit? Lui, son idée est simple. Le but de ce vrai faux enlèvement, c'est-à-dire que les questions restent suspectes, qui sont les vrais commanditaires du crime? Le but de ce vrai faux enlèvement était purement médiatique. Il s'agissait de convaincre les hommes politiques et le peuple français des dangers de l'islamisme. Je vous citerai à la fin M. Baudouin, 2019. Bouteflika, qu'est-ce qu'il a dit? Le micro. Qu'est-ce qu'il a dit? Et comme si la vérité n'est pas bonne à dire. Mais on ne peut pas dire toute la vérité. Moi, je lui réponds. La vérité n'est pas bonne à dire pour qui? La vérité n'est pas bonne à dire pour les criminels, oui. Pour les véritables assassins, oui. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, oui, on a besoin de la vérité. Les moines, on le veut ou non, le message de pardon, ils le portent eux-mêmes. Moi, je l'ai écrit, je le dis, le pardon n'exclut pas la justice. Et la justice porte le pardon et lui donne son. Tout ce que nous voulons, tout ce que veulent les gens qui cherchent la vérité, c'est aller jusqu'au bout. Qui sont les véritables commanditaires, en sachant que en Algérie, maintenant, après 2 ans, le voile est tombé. Le véritable visage de la dictature militaire, on le voit. C'est d'imaginer 2 ans. 2 ans d'autisme. Un pouvoir qui ignore complètement son peuple. Pour moi, ce pouvoir-là, il n'est. Il n'écoute que lorsqu'il est critiqué ici. Habib Souadi en 1999, qui lui a fait un procès? C'est Khad Nazar ici en France. Donc, lorsque la voix du peuple français, elle est forte et elle s'élève, je peux vous dire que le pouvoir algérien tremble. Tout ce qui l'intéresse, ce pouvoir-là, c'est de vendre son image à l'extérieur. Il n'a jamais respecté son peuple. Ça, c'est une vérité historique. Depuis 1962, l'armée impose sa volonté sur le peuple algérien. Et le peuple algérien, il vit à mi-prix. Essayez d'imaginer le mot harraga et le mot hogra. Hogra, c'est un concept sociologique en arabe qui veut dire le mi-prix total. C'est-à-dire le peuple algérien dans sa totalité se considère comme une victime de son propre pouvoir. Donc le voile, il est tombé après 2 ans de silmia. Jamais dans la vie, 2 ans de maturité politique, un peuple qui est en train de revendiquer son indépendance avec pacifisme total. Alors si, ici en France, le peuple français soit solidaire du peuple algérien, de sa lutte, ça c'est la vision des peuples. Nous pouvons arriver à déloger ces militaires du pouvoir. Et ces militaires-là, tout ce qui s'est passé en France, surtout au temps où il y avait Chirac et Pasqua. Juppé, je lui rends hommage, même ici. Il a toujours été pour le dialogue. Il était aussi pour le contre-drone. Mais il y avait une tendance, Chirac, Pasqua, qui était avec les éradicateurs. Sur le plan philosophique, ça c'est ma vision des choses. Ça c'est aussi le philosophe qui parle. Une mentalité éradicatrice est une mentalité fasciste. Parce que dans ses profondeurs, elle porte la négation radicale de l'autre. L'éradication, c'est la fin de l'universel. L'universel, c'est les différences. Alors que la mentalité éradicatrice est une mentalité fascisante. Parce qu'elle nie la négation de l'autre. Et en Algérie, ce que le peuple français doit savoir, cette jet militaire, elle ne combat pas l'islamisme radical. Elle combat l'idée de la résistance. Est-ce que Aït Ahmed, le plus grand opposant dans l'histoire algérienne, s'était convaincu, et tout le monde lui reconnaît sa dimension démocratique,
la dimension humaine. Eh bien, le pouvoir lui a fait la chasse depuis 62. Donc ce pouvoir militaire, il combat uniquement la véritable opposition. Il veut détruire, c'est pour cette raison qu'il terrorise, il veut détruire dans sa naissance l'idée même de la résistance. Il n'a jamais nous résister. Habib Souadi, dont je vous ai montré le livre, il le dit en 99. Tout est faux en Algérie. Les partis politiques sont faux. Le Parlement est faux. La presse libre indépendante est fausse. Il n'y a que le DRS, c'est la police politique qui est réelle. Donc, l'État algérien, tout ce qui l'intéresse, c'est les partis politiques domestiqués. Il veut domestiquer la société. Pour quel but? Pour continuer à brader, pour continuer à étouffer et pour continuer à détruire économiquement l'Algérie. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Une junte militaire n'a jamais bâti la grandeur des peuples. Les peuples sont grands avec l'esprit de liberté qui les anime, avec l'esprit d'ouverture, avec l'esprit de dialogue, l'esprit de fraternité. Alors que la junte militaire, le seul discours qu'elle a, c'est régner sur les richesses. Et uniquement les partager avec qui? Avec leurs serviteurs et les domestiques qui sont dans la société civile. Si vous êtes des c'est ça qu'il faut comprendre. Cette junte militaire, le seul combat qu'elle porte, c'est contre la véritable opposition à la résistance. Et c'est pour cette raison qu'ils sont contre la révolution populaire en Algérie. Parce que le peuple leur dit, on est capable, nous, en tant que peuple, de trouver des solutions. C'est comme le contrat de Rome. Pourquoi la junte militaire était contre le contrat de Rome? Parce que le contrat de Rome leur dit que le peuple algérien, avec ses différences, peuvent se réunir, s'organiser, trouver des solutions sans l'armée. Et c'est ça la différence. L'armée, elle veut régner en Algérie. C'est comme si l'Algérie est sa propriété et le peuple algérien n'est que le prolongement de sa propriété elle-même. Donc c'est l'idée de la résistance qu'elle veut détruire. Et c'est pour cette raison que le peuple algérien, lorsqu'il dit un peuple encore sous occupation, il ne s'est pas trompé. Parce que cette junte militaire, elle veut régner en détruisant l'idée de la résistance. Mais c'est pour cette raison que le peuple algérien résiste. Et cette résistance, elle va donner ses fruits. On a des moines qui ont donné leur vie pour sauver l'avenir de l'Algérie. Ben, nous serons prêts à continuer leur message, à résister comme ils l'ont fait. Nous résisterons chaque vendredi, chaque mardi, chaque dimanche en Europe et nous allons vers une véritable résistance révolutionnaire avec un pacifisme total pour faire dégager à jamais ce pouvoir qui a détruit l'Algérien, qui a détruit l'Algérie et qui est contre la moralité elle-même. Jamais dans l'histoire moderne, un régime n'est aussi corrompu et corrupteur comme le pouvoir mafieux et prédateur en Algérie. Et nous lançons un appel au peuple français d'être solidaire avec le peuple algérien. C'est au peuple français que je m'adresse. Dans votre histoire, il y avait des hommes qui ont sauvé l'honneur de la France, comme ces moines, qui ont aimé l'Algérie, ils ont aimé le peuple algérien. Donc c'est pour cette raison, être solidaire avec le peuple algérien, c'est être solidaire avec l'histoire, c'est être solidaire avec l'honneur de notre histoire, c'est être solidaire aussi avec la justice. Et merci pour votre présence. Bravo.